Voilà, alors moi ce que je vais vous proposer pour finir cette séance, ce n'est pas une synthèse ni une conclusion, mais d'autres thèmes de réflexion qui sont bien sûr inspirés de tout ce qu'on s'est dit là. Alors d'abord merci aux deux intervenants, merci à vous tous. C'était une belle séance avec deux intervenants aux opinions assez contradictoires, on peut le dire, mais qui ont trouvé des points d'accord. Alors, première question, qu'est-ce que l'évaluation? Alors, je reprendrai le mot de Bernard Pissarro, c'est un moyen pour évoluer en établissant un diagnostic ou un état des lieux qui peut se porter sur deux types d'objets. Alors, je prends une définition assez générale. D'abord, toute forme de réalité, qu'elle soit subjective ou objective, individuelle, sociale. Donc, par exemple, les pratiques professionnelles, voilà une réalité. Le niveau de pollution atmosphérique, pour prendre un exemple hors du champ de la santé, les inégalités. Voilà. Mais l'évaluation peut se porter sur un autre type d'objet, ce sont les outils, les dispositifs que l'on veut évaluer, donc pour les faire évoluer. Alors, dans son principe, l'évaluation est un acte de jugement à prétention objective, dont la motivation est une aspiration à dévoiler l'arbitraire, la domination ou l'injustice, et à corriger éventuellement ces déviations. Alors, je vais en venir maintenant au problème que les détournements de l'évaluation peuvent poser. J'ai identifié 4 détournements de l'évaluation. Le premier, c'est ce qu'on pourrait appeler une vision totalisante de l'évaluation. C'est-à-dire, en fait, le problème peut se poser lorsqu'on confond l'évaluation et son objet. C'est-à-dire que, comme si une évaluation disait tout de son objet, recouvrait entièrement son objet. Si je prends l'exemple de la douleur, il existe des échelles d'évaluation de la douleur. Ces évaluations ne disent pas tout de la douleur ressentie par la personne qu'elles mesurent. Elles en disent quelque chose, mais elles n'en disent pas tout. Si je prends les inégalités de santé, c'est sans doute la même chose. La mesure chiffrée des déterminants sociaux des inégalités de santé dit quelque chose des injustices, mais ne dit pas tout. Elle parle des facteurs statistiques, mais ces chiffres laissent de côté les causes individuelles, les causes culturelles des inégalités sociales. Autrement dit, le problème qui se pose, c'est la fétichisation de l'évaluation, qu'on fait aussi bien quand on critique d'ailleurs l'évaluation, c'est-à-dire quand on lui reproche son omniprésence, que lorsqu'on prône cette évaluation. C'est peut-être qu'on place l'évaluation au mauvais endroit. Alors, la question était, peut-on tout évaluer et est-ce qu'il existe des réalités finalement si complexes? C'est une question qu'on peut se poser, qu'elles seraient résistantes entièrement à l'évaluation, qu'elles résisteraient entièrement à l'évaluation. Et alors, moi je pense qu'il n'existe pas de telle réalité. Alors, pour le coup, je pense que nous pouvons tout évaluer. Mais je poserai 2 conditions à ça. D'abord, ne pas avoir une vision totalisante de l'évaluation, comme je l'ai dit, et aussi d'avoir une vision plurielle et contrastée de l'évaluation, c'est-à-dire il y a des évaluations quantitatives, par exemple, mais il y a aussi des évaluations qualitatives qui peuvent restituer ce que des chiffres ne traduiront jamais, qui peuvent restituer ce qui relève du récit, du langage. Il y a des évaluations qui visent les conséquences d'un acte de soin, par exemple. Il y a des évaluations qui peuvent porter sur l'intentionnalité d'un acte de soin. Voilà. Et à la limite, nous pourrions dire que tous les discours qu'on porte sur la réalité sont des évaluations, si on élargit le propos. La description d'un sentiment dans un roman est peut-être considérée comme une évaluation. Donc, je dirais que nous pouvons tout évaluer à condition d'avoir une vision très large de l'évaluation. Et le problème est plutôt que l'évaluation elle-même, le primat totalitaire donné à un seul registre de l'évaluation, qui peut être le registre quantitatif, le registre statistique, mais ce n'est pas peut-être l'évaluation elle-même. Alors il y a 3 autres détournements de l'évaluation dont on a beaucoup parlé. Le deuxième problème serait lorsqu'on fait de l'évaluation ce qu'on pourrait appeler un moyen sans fin. On voit bien que l'évaluation peut devenir le révélateur de la valeur des activités humaines, voire l'évaluateur de la valeur des hommes,
sans qu'on s'interroge plus sur la finalité ni la faisabilité de cette fin, autrement dit sur les critères de l'évaluation. Et alors, on voit que l'évaluation devient un écran qui cache sa finalité. C'est ce qu'on appelle en philosophie le règne de la rationalité instrumentale. Et on sait bien pourtant que l'efficacité de politique, l'efficacité de pratique de soins s'évalue toujours en fonction d'une finalité. Le caractère juste ou injuste d'une situation sociale s'évalue toujours par rapport à une certaine idée de la justice. Le niveau de pollution dans une ville comme Paris s'évalue toujours selon un critère, par exemple la santé, mais aussi peut-être l'atteinte à l'environnement, ces deux critères étant eux-mêmes objet de controverses. Tout le monde n'a pas la même définition de la santé, tout le monde n'a pas la même définition des atteintes à l'environnement. Donc à mon avis, c'est une erreur assez grave, à la fois d'un point de vue logique et d'un point de vue moral, de considérer l'évaluation comme une fin en soi, ça a été dit de nombreuses fois, sans interroger la finalité pour laquelle on veut agir efficacement. C'est ce qu'on appelle le culte de l'efficacité et qu'on pourrait aussi appeler la fétichisation de l'évaluation. Alors, la conséquence de cet oubli de la fin, c'est qu'on laisse finalement une finalité implicite triompher. Ça, on ne l'a pas tellement dit, mais je pense que c'est assez important. Et l'hypothèse qu'on peut faire dans le domaine de la santé, c'est qu'une finalité s'est imposée peut-être comme triomphante, une finalité implicite s'est imposée comme triomphante, c'est celle d'une préservation et d'une maximisation de l'espérance de vie et de la qualité de vie, entendue comme la qualité de vie comme autonomie fonctionnelle et ce que Foucault appelait l'accroissement des forces vitales des corps et des populations. C'est sans doute cette finalité qui est poursuivie quand on dit qu'on veut évaluer et améliorer l'efficience des soins, aussi bien au niveau des moyens non humains du soin, donc les médicaments, les dispositifs, que de ces moyens humains lorsqu'on veut par exemple évaluer des pratiques de soins. Non que, bien sûr, l'accroissement des forces vitales des corps et des populations ne soit pas une finalité très défendable, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, c'est même une finalité intrinsèque aux soins et à la médecine, préserver par tous les moyens la vie biologique, mais est-ce qu'on peut dire que c'est la finalité ultime et unique d'un système de soins, c'est-à-dire la finalité à laquelle devraient être subordonnées toutes les activités de soins? Parce qu'on pourrait aussi bien dire que la finalité d'un système de soins, c'est aussi de comprendre et de traiter le mal vécu, qui n'est pas exactement le mal comme conséquence morbide, c'est-à-dire comme facteur de risque, par exemple, de maladie ou de mortalité. Autrement dit, on peut considérer que le but d'un système de soins, c'est aussi de porter attention à la vie, non pas au sens biologique, mais au sens biographique. Et alors, si on pose cette autre finalité, on a une toute autre orientation qui demande d'autres outils que des outils strictement biomédicaux d'évaluation. La finalité est peut-être encore la santé, et notamment la santé de la population, mais dans un autre sens du mot santé, plus proche de celle qu'employait le philosophe Canguilhem, et qui n'est peut-être pas une santé mesurable par des indicateurs de quantification. Et dans ce cas-là, on a même une redéfinition de l'efficacité du système de soins, qui n'est peut-être pas un aussi mauvais mot que ça. Il est peut-être erroné d'opposer l'efficacité à l'humanité d'un côté, mais peut-être qu'il nous faut redéfinir l'efficacité pour intégrer précisément cette attention au mal vécu dans le système de soins. Donc, le troisième détournement de l'évaluation, ça a été aussi dit aujourd'hui, c'est l'évaluation comme opérateur d'une standardisation des tâches. Ce qu'on peut dire, c'est que l'évaluation produit son objet. L'évaluation est un discours performatif, c'est-à-dire un discours qui fait exister son contenu dans la réalité. C'est une illusion de penser qu'il y aurait d'un côté la réalité pure et puis l'évaluateur qui ne ferait qu'observer et mesurer cette réalité sans y toucher. On sait bien que l'évaluation a des effets sur les agents et c'est d'ailleurs la finalité qu'on lui donne. Donc les agents évalués agissent en fonction des critères de cette évaluation. Et en soi, les conduites sont donc normalisées et, comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement à critiquer, ça peut être un rempart contre l'injustice et des inégalités de traitement. Mais l'évaluation peut avoir un effet uniformisant si elle est aveugle à la diversité des contextes
sur lesquelles elle est pratiquée et à la diversité des activités humaines, alors les activités deviennent rigides, inadaptées au contexte. Et un des problèmes aussi que nous n'avons pas évoqué, c'est que quand on est conduit à agir en fonction de finalités qui nous sont imposées, qui nous sont extérieures, qu'on ne sait pas approprier, on risque de développer un esprit de guichet, un esprit administratif, c'est-à-dire que l'acte vise à remplir des critères, à correspondre à une checklist. Et peut-être la meilleure alternative contre cet effet standardisant de l'évaluation, c'est que les agents qui subissent l'évaluation en soient aussi les auteurs, soient aussi les parties prenantes de cette évaluation. Et c'est à mon avis aussi la condition pour que cette évaluation ne soit pas descendante des institutions de vérité de la science ou des institutions politiques, mais fonctionne aussi du bas vers le haut. Et c'est aussi une condition pour que l'évaluation ne soit pas trop centralisée, sans quoi on renforce une forme d'aliénation des professionnels et peut-être la perte de sens. Le dernier point que je voudrais souligner, c'est l'évaluation est détournée, à mon avis, de sa vocation quand elle devient un outil de valorisation. Je pense qu'il faut distinguer l'évaluation et la valorisation. L'évaluation est le moyen d'une mise en œuvre de valeurs approuvées, partagées collectivement, alors que la valorisation, c'est tout autre chose. La valorisation, ça vise à donner de la valeur à certaines pratiques en les récompensant. Et donc, la valorisation impose des valeurs. Et l'évaluation devient un outil de valorisation quand elle vise à produire, à inscrire dans les consciences une éthique de bonne conduite. Et on peut se demander si l'éthique de la bientraitance, celle qui juge l'éthique des soignants à leur habitude de frapper ou non à la porte de leurs patients avant d'entrer, ne participe pas aussi de ce détournement de l'évaluation vers la valorisation. Et l'autre conséquence de ce détournement, c'est que toutes les tâches qui ne sont pas évaluées et du coup valorisées deviennent en creux des tâches dévalorisées, du moins des tâches qui ne revêtent aucune valeur morale. Et là encore, on en a parlé aujourd'hui. Et on retire alors, et ce sera mon dernier point, aux agents la capacité à évaluer leurs propres actes, leur autonomie critique, en les maintenant dans ce que le philosophe Kant appelait un état de minorité, si on ne leur laisse pas la capacité de participer eux-mêmes à leur propre évaluation. Voilà, je vous remercie pour cette belle soirée et je vous souhaite une bonne soirée.